Dans le Gard, à Aubais, l'incendie qui s'était déclaré dans l'après-midi est désormais fixé. 370 hectares brûlés malgré tout. Une victoire qui aura coûté cher d'un point de vue humain puisque 9 pompiers ont été blessés, dont un grièvement. Retour sur cette nuit de lutte acharnée avec Evin Eliès. Dans la nuit noire, le feu fait encore rage dans une partie de la forêt. Ici, un hangar en train de se consumer, mais face à l'urgence, les pompiers doivent faire des choix. Ils laisseront ce bâtiment brûler. On ne peut pas l'éteindre parce qu'il va falloir mettre des moyens en eau trop importants. Et l'eau, on va la garder pour préserver l'environnement. De toute façon, ça ne sert à rien, tout est brûlé, c'est fini maintenant. Plus de 600 soldats du feu se sont mobilisés toute la nuit. Leur objectif, éviter la reprise d'incendie. À quelques mètres du brasier, ces pompiers noient les lisières. Ils veulent empêcher ces flammes de se propager. C'est un travail qui est très minutieux surtout. Il faut passer toutes les braises, toutes les particules qui sont incandescentes encore. C'est vrai que c'est un moment très dur parce que physiquement on est un peu à bout et il faut vraiment continuer ça, quoi. Certains pompiers sont sur le terrain depuis la fin de l'après-midi, mais pour eux, pas de répit. La nuit est un moment stratégique. Il faut profiter de la fraîcheur de la nuit, de la calmie du vent pour continuer à travailler et à traiter les lisières. Ils ont travaillé toute la journée, donc il faut aussi savoir aménager des moments de pause à tour de rôle pour toujours être présent sur ces lisières et pouvoir agir s'il y a une reprise à n'importe quel moment. Si le feu est désormais fixé, la vigilance reste de mise. Dans le département, jusqu'à 38 degrés sont attendus aujourd'hui. Et pour en parler avec nous ce matin, le lieutenant-colonel David Hanotel, bonjour. Vous êtes Bonjour. représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Avec nous également Emma Aziza, bonjour. Vous êtes hydrologue, experte en gestion du risque d'inondation. Et bien sûr, Ange Noiret du service météo de TF1 et LCI. Bonjour. Tout d'abord, 9 pompiers blessés, dont un grièvement, on l'a dit. Est-ce que vous avez des nouvelles du pompier qui a été grièvement blessé? Oui, tout à fait. Notre collègue était donc chef d'un véhicule lorsque le vent a brutalement tourné hier après-midi à 180 degrés. Donc le véhicule a été pris dans les flammes. Dispositif d'autoprotection a été engagé. Malheureusement, donc le chef d'agrès, le chef de ce véhicule, a été brûlé grièvement aux mains et au visage. Il a été héli-transporté vers le centre hospitalier de Montpellier, spécialisé dans les grands brûlés. Et les nouvelles de ce matin sont plutôt rassurantes. Malheureusement, il va devoir faire preuve de patience et puis il va y avoir une longue période de convalescence. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes ce matin pour lui. Quant aux autres, tout est rentré. Les autres étaient l'ordre. pour la plupart. Alors les 3 autres qui étaient dans ce même véhicule ont été juste victimes d'un coup de chaud et puis bien évidemment d'un stress important. Et les autres pompiers blessés sur l'ensemble de ce sinistre vont tous bien. C'était des petits malaises ou des blessures légères assez classiques malheureusement sur ce type de sinistre. Lieutenant-colonel, on a dit que ce feu dans le Gard, il avait été fixé. Mais on imagine bien sûr qu'un incendie, même s'il est fixé, il reste sous surveillance accrue. Tout à fait. Fixé signifie qu'on le contient dans l'enveloppe actuelle de ce sinistre, du périmètre. Donc le travail continue pour pouvoir passer en mode et à l'état de feu maîtrisé. Mais tant qu'il n'est que fixé, ça signifie que sur une saute de feu ou une propagation à une zone déterminée, le feu peut effectivement encore sortir de cette enveloppe. Bon, a priori, les informations de ce matin étaient favorables. Donc on peut espérer que dans la matinée ou dans la journée, le feu sera maîtrisé, fixé puis maîtrisé. Mais malheureusement, le travail sera encore de longue haleine pour les sapeurs-pompiers présents sur place. Est-ce que ça veut dire qu'on a réduit le nombre de pompiers sur place malgré tout? Combien est-ce qu'il en reste actuellement? Oui, tout à fait. Progressivement, on est aux alentours de plus de 300 ce matin. Progressivement, le nombre va diminuer puisque le chantier en nécessite moins et qu'il est important pour nous de regonfler les réserves, de redonner des effectifs dans les centres de secours puisque, comme vous l'avez si bien souligné, nous ne sommes que le 1er août et on aura d'autres incendies malheureusement dans les jours qui viennent, espérons le plus tard possible, mais il est important pour nous de préserver les ressources, tant matérielles mais surtout humaines. Est-ce que la manière dont cet incendie a démarré et dont il s'est propagé nous dit quelque chose de sa nature, peut-être même de son origine? Est-ce qu'on sait déjà un peu vers quoi s'orienter? Alors sur cet incendie, on n'a pas forcément d'informations. Par contre, il y a eu 2 feux assez proches l'un de l'autre dans le Gard au même moment. Il y a un feu au Pen Mirabeau qui est parti en bord d'autoroute suite à une panne de véhicule, un feu de véhicule. Et comme on le répète, effectivement, 90% des incendies sont d'origine humaine, que ça soit la plupart du temps des imprudences et puis dans un plus petit nombre des actes malveillants. Sur le feu du Gard d'hier après-midi, on n'a pas encore d'informations. Le parquet communiquera sans doute dans les jours qui viennent sur son origine.
Ange, ce qui ne va pas aider sur le front des incendies, bien sûr, c'est qu'il y a 5 départements qui sont toujours placés en vigilance. Ça, c'est pour le paramètre température. En effet, la température, c'est que le début. Elle va continuer de progresser pour ces prochains jours. Là, pour l'instant, vigilance orange sur 5 départements du sud, des Pyrénées-Orientales, également en remontant jusqu'au Gard. Des températures qui vont progresser jusqu'à mercredi. Un deuxième facteur également, c'est le vent, évidemment. Le vent qui est modéré toute la journée. Et en plus, en ce moment, avec ces fortes chaleurs, en fin de journée, il y a un changement de sens du vent, ce qu'on appelle des brises marines qui se mettent en place, c'est-à-dire il fait tellement chaud sur les terres que l'air chaud s'élève et aspire en quelque sorte l'air qui vient de la Méditerranée, et donc ça donne un vent de nord précédemment qui va ensuite s'orienter sud dans ces régions-là, et ça pour combattre le feu, c'est très compliqué d'anticiper ces changements de vent, il reste fort, et en plus en fin de journée il change totalement, il fait une rotation de 180 degrés par rapport à ce qu'il peut y avoir en matinée ou encore en début d'après-midi. Et ça va se répéter pour ces prochains jours. Les températures vont être donc de plus en plus élevées. Déjà, un petit point sur les températures de cet après-midi. Déjà, de fortes chaleurs qui vont se maintenir et s'accentuer sur le Languedoc-Roussillon et l'ouest de la région PACA, localement 38-39 degrés. Ce n'est qu'un début. Demain, en plus, cette zone de très forte chaleur va se décaler sur le sud-ouest. Donc, il fait très sec, évidemment, là-bas aussi. Il y a des risques d'incendie qui sont très élevés, surtout entre les Landes, la Gironde, et donc demain il va faire encore plus chaud. Et ensuite mercredi, ça va être la journée la plus chaude de la semaine à l'échelle nationale, entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et toujours le couloir rhodanien, des températures entre 38, 39, voire 40 degrés, une nouvelle fois, sur le sud-ouest, mais pas que, également en remontant sur la moitié nord. Il va donc faire très chaud pour ces prochains jours. Ensuite, petite baisse des températures quand même. Ça, c'est le point légèrement positif. Ça arrivera. Pour jeudi, vendredi, voilà, il va y avoir des orages qui vont éclater, la chaleur va s'atténuer. Et ensuite, elle va reprendre potentiellement pour samedi, dimanche. On surveille à nouveau le risque d'une nouvelle situation caniculaire, en tout cas très chaude pour cette fin de semaine. Emma Aziza, c'est le 3e déjà épisode caniculaire depuis le début de l'été. On se dit quand même que ça s'accélère, que le rythme des sécheresses va quand même crescendo. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter selon vous ? Si on analyse un petit peu l'historique de ces dernières années, on voit vraiment qu'il y a très clairement un passage à quelque chose d'assez nouveau à partir de 2017 où ça devient une année historiquement sèche. Et puis 2018, 2019, 2020 vont être extrêmement secs aussi, avec des records historiques battus, avec des températures extrêmes. On voit apparaître de plus en plus des canicules dès le mois de juin. Cette année, c'était quand même très spécifique puisqu'on l'a eu même avant le premier jour de l'été, donc on était avant le 21 juin. Donc on voit que les choses avancent dans la saison et surtout, ce qui est très particulier cette année, c'est qu'on n'a pas eu de recharge hivernale des nappes phréatiques. Donc en fait, cette réserve qui nous permet de tenir durant tout l'été a été complètement absente. Et là, on voit très bien qu'on a un feu marqué dans le Gard. Il faut comprendre que le Gard, tout comme l'Aude de l'année dernière et le Var, ont été les seuls départements qui n'ont pas été touchés par une année l'année dernière qui a été particulièrement pluvieuse, qui sortait un petit peu du lot de toutes ces années sèches. Donc, c'est-à-dire que le Gard fait partie de ces départements qui vivent depuis 5 ans de manière historique des sécheresses et avec bien sûr un stress hydrique au niveau des sols, avec derrière des températures hors normes qui accélèrent encore plus cet effet d'évaporation des sols. Donc on a des sols extrêmement secs, particulièrement inflammables. Donc tout ça s'explique et puis on a bien sûr des zones plus privilégiées que d'autres en termes de risque. Et là, on voit très bien que cette exposition est extrêmement marquée sur ces territoires, notamment du Gard rhodanien. Ange, ce qui n'est pas évident de comprendre, c'est qu'il y a des canicules sans incendie, il y a des incendies sans canicule. Comment est-ce qu'on arrive à cibler un peu ces zones ? Comment est-ce que les services travaillent à définir les endroits qui seront vraiment à risque ? Les endroits à risque, il y a 3 facteurs qui rentrent en compte. Il y a la sécheresse, le vent et les températures. Là, en ce moment, la France entière subit une sécheresse, vous l'avez dit, remarquable, exceptionnelle par endroits, avec beaucoup de restrictions d'eau. En ce moment même, des départements, des zones qui sont en état non plus d'alerte, mais de crise complètement. Et entre le sud-ouest et les régions méditerranéennes, on manque d'eau, les sols sont très secs, il suffit d'une étincelle pour qu'un feu puisse partir. Et en prime, il y a donc le facteur météo, les fortes chaleurs qui vont se maintenir, pas une goutte de pluie attendue avant au moins jeudi, vendredi, et encore, jeudi, vendredi, ce seront des orages. Donc ça ne va pas être des pluies généralisées, étendues, durables. Ça va être un orage très localisé qui va pouvoir éclater entre les Pyrénées et les Alpes. Ça ne va pas du tout suffire pour enrayer la période de sécheresse. Là, on n'envisage pas de pluie continue forte jusqu'à au moins mi-août. Donc là, on a cette situation de sécheresse qui s'accentue.
qui se poursuit. Les fortes chaleurs, on l'a vu avec l'écart jusqu'à mercredi, qui vont continuer de progresser. Donc cette situation finalement à risque d'incendie qui va se maintenir. Voilà. Ensuite, il y a le facteur humain également que l'on peut un peu moins prévoir en météo en tout cas. Emma Aziza, pas de pluie jusqu'à la mi-août, ça paraît quand même extrêmement surprenant. C'est quelque chose dont vous estimez qu'on va de plus en plus le constater dans les années qui viennent ? Je pense qu'on est en train de basculer vers quelque chose de nouveau qu'on ne maîtrise pas, où on aura de plus en plus de situations estivales avec ces températures hors normes. On avait beaucoup de chance en France parce qu'on est un pays tempéré et donc nous avions d'énormes recharges hivernales, plus de 500 milliards de mètres cubes qui tombent chaque année, et donc qui permettaient d'avoir des nappes plutôt remplies, voire même les années précédentes, qui étaient excédentaires en eau lorsqu'on abordait le printemps. Et on s'est rendu compte malgré tout qu'on aboutissait quand même à des situations de sécheresse historique. Donc là, cette année est encore plus spécifique. On voit qu'il y a un réchauffement massif. Il y a de nouvelles études qui montrent très clairement que l'anticyclone des Açores est en train de qui génère un air très chaud et très sec, est en train de se renforcer au large du Portugal et donc amène nécessairement sur ces zones, notamment l'Espagne et le Portugal, des situations hors normes. Eux aussi vivent une sécheresse historique, le Maroc aussi. Donc on est tous confrontés à ce type de sécheresse. Et qu'est-ce qui se cache derrière la question de la sécheresse? Au-delà de la gestion de crise et des feux, se cache la question de notre ressource en eau. Puisqu'on se rend compte qu'on a tous besoin d'eau, l'agriculture a besoin d'eau, nous-mêmes, dans nos modes de société, nous avons besoin d'eau, l'industrie a besoin d'eau et l'énergie aussi. Et donc, en fait, on fragilise l'ensemble des secteurs dans une situation géopolitique mondiale qui est déjà fragilisée sur le plan énergétique. Donc, c'est des questions qu'il va falloir se poser et quand on est en gestion de crise, on planifie des scénarios à venir. On n'est jamais devin pour définir ce qui va se passer demain. Par contre, on peut anticiper de potentiels scénarios pour essayer d'évaluer comment nous allons réagir et s'y préparer dès maintenant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la posture qu'il va falloir effectivement prendre pour voir quelles sont les situations qui sont le plus dépendantes en eau, quelles sont les zones de réserve qui sont les plus fragiles, parce qu'on n'est pas tous en fait égaux face à la ressource en eau. Certains vont être plutôt protégés parce qu'on a des sous-sols, des niveaux géologiques qui nous permettent en fait d'avoir des nappes très protégées, très profondes. D'autres situations, au contraire, exposent à des situations où on risque très vite de ne plus avoir d'eau dans le robinet. C'est déjà le cas dans certaines villes en France. Ça va pouvoir se développer. Donc, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser de société pour qu'on réfléchisse ensemble à devenir plus résilient. En attendant, il y a effectivement l'urgence de ces feux qui, elle, continue. Lieutenant-colonel, on l'a dit, il y a eu des évacuations hier. Certaines personnes ont pu rentrer chez elles parce que, du coup, le feu a été fixé. C'est systématique. On doit absolument vraiment s'assurer qu'il y ait un périmètre systématiquement assez large entre les habitations et le feu, parce que ça peut aller très vite finalement. Tout à fait. Lorsque on est dans un poste de commandement à diriger une telle opération, il y a effectivement un petit peu, comme l'a expliqué madame, on fait des scénarios, et en particulier sur l'évolution du feu, et on va établir sur une carte tout simplement les maisons, les communes qui sont à proximité immédiate et qui pourraient être concernées par l'incendie. Et du coup, on fait ces évacuations préventives. Donc on le fait suffisamment en amont pour quand même que les gens aient le plus possible le temps de se préparer, même si ça se fait toujours très rapidement et qu'on ne peut qu'on conseiller aux personnes qui sont à proximité de ces massifs forestiers ou dans des zones à risque d'anticiper un petit peu ces évacuations en préparant quelques affaires, des papiers, que ça puisse se faire le plus tranquillement possible. Mais avant de pouvoir réintégrer et afin d'éviter une quelconque nouvelle évacuation, effectivement, on est contraint de prendre en compte l'ensemble du périmètre, l'évolution du feu, savoir comment il se situe et préserver une distance de sécurité. Alors, elle va varier selon les situations, mais bien évidemment, on va s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir faire réintégrer les personnes, qui plus est sur des journées qui se présentent comme aujourd'hui. Votre collègue en parlait tout à l'heure, on est sur la règle des 30, effectivement, plus de 30 km/h de vent, plus de 30 degrés et un taux d'humidité inférieur à 30%, ce que l'on connaît désormais tous les jours ou presque dans le sud-est et voire dans le sud-ouest depuis maintenant de nombreuses semaines. Le problème pour ces évacuations, c'est que certains refusent de partir. Ils ne quitteront pas leur maison, ils le disent, et à ce moment-là, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Alors, les évacuations se font toujours accompagnées des forces de l'ordre. Donc, l'objectif n'est pas de tomber dans des mesures coercitives. On est toujours dans le dialogue. Dans l'accompagnement. La gendarmerie, la police nationale va les inciter. Maintenant, on ne forcera pas les gens à partir. Ils ne vont pas être enlevés de force. Malheureusement pour nous, défendre une maison qui est vide,
c'est un enjeu important parce que l'objectif pour nous est bien évidemment de préserver les habitations. Mais une maison ou plusieurs maisons qui contiennent encore leurs habitants, c'est un tout autre enjeu. On va à l'encontre de risques de panique et puis d'une évacuation précipitée. Et c'est pour nous beaucoup plus compliqué de gérer ce type de situation. Donc on ne peut qu'inciter les personnes, même si c'est effectivement très compliqué lorsqu'on est dans une maison depuis des dizaines d'années, qu'on tient énormément à son bien. C'est dur de le laisser, mais les forces de l'ordre, dans ces cas-là, font énormément de rondes, surveillent de toute façon les quartiers qui ont été évacués. Donc on incite et on invite vraiment les personnes à suivre les recommandations des autorités dans ce cas de figure. Ça veut dire que pour vous, il y a quand même parfois des cas de figure où vous devez combattre des feux dont vous savez qu'ils sont très près d'habitations, qui restent habités malgré tout. Tout à fait. Ça arrive rarement, mais ça arrive et c'est une difficulté supplémentaire pour nous. Ça augure des moyens supplémentaires. On pouvait être confronté à des habitants qui se retrouvent intoxiqués par les fumées. Donc, engagement d'un moyen sanitaire pour leur venir en aide. Donc, davantage de sapeurs-pompiers. Donc, vous comprenez que la chaîne de secours se complexifie et que pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que les évacuations, lorsqu'elles sont demandées, on invite vraiment les personnes et nos concitoyens à suivre ces recommandations qui nous facilitent la vie et les actions de secours par la suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui habitent là, il y a aussi des gens qui travaillent dans ces zones à un peu moins de 50 km de là où on était, c'est-à-dire de Aubais. Toujours dans le Gard, il y a un autre incendie qui a éclaté hier. 15 hectares ont brûlé, c'est un petit peu moins, c'est à Beaucaire, près de Nîmes. Sur place, un couple d'apiculteurs a vu ses ruches littéralement partir en fumée. Écoutez. On a vu l'incendie de loin, quoi. Et je dis à mon mari, Gwen, c'est notre rucher, j'en suis sûre, c'est le rucher. Et on est allé et il y avait tous les pompiers... en tout cas, la police. Oui, puis les gens qui regardaient. Ouais. Voilà. Donc on s'est rapprochés, on a questionné la police pour savoir si les ruches étaient touchées. Donc des policiers ont pris leur voiture, sont allés voir. Ouais, c'est sympa. Et sont revenus 5 minutes plus tard et donc ont confirmé que l'ensemble des ruches étaient complètement brûlées. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a des gens qui travaillent, il y a des entreprises. Comment vous faites dans ces cas-là? Est-ce que le protocole est différent pour essayer de les évacuer, de les prévenir? Non, absolument pas. La notion de point sensible, c'est des habitations, c'est un opérateur électrique, ça peut être un relais télécom, mais c'est aussi bien évidemment les entreprises. Donc on fait le maximum. Dans le cas présent, effectivement, le rucher, et on est bien malheureux pour ce couple d'apiculteurs, mais il a une importance moindre qu'une industrie ou un bâtiment construit. Maintenant, on fera le maximum pour protéger ce type d'installation, mais vous comprenez que sur un départ de feu de cette envergure, on n'a pas les moyens dans les premières minutes pour protéger et attaquer le feu sur toutes ces dimensions. On va réécouter justement ce couple d'apiculteurs parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que d'année en année, ils voient que ce genre d'incidents se multiplient. Écoutez. On allait faire nos ruches à gelée royale de nouveau parce qu'on a eu un incendie il y a 3 ans au même endroit qui nous avait brûlé nos ruches à gelée. On a eu des enfants après. Donc on s'est dit on arrête ce projet et là on recommençait, on avait développé des ruches. On parle de pertes financières parce que finalement les ruches à gelée royale étaient prêtes. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais on est assuré. Donc on espère que... On est bien assuré, on espère que l'assurance... si l'assurance ne marchait pas, je ne vois pas pourquoi, mais là, par contre, ce serait horrible. Je ne sais pas comment on s'en remet. Ce serait une catastrophe financière. Mais heureusement, il y a les assurances, donc ça c'est pour l'aspect économique. Mais Aziza, derrière ça, on voit bien qu'il y a une réalité, tout le monde le dit, ces épisodes se multiplient, c'est un peu comme une fatalité. Ces épisodes se multiplient, on est particulièrement vulnérable. On est d'autant plus vulnérable à la question de la sécheresse qu'au risque d'inondation, du fait qu'on a finalement très peu de recul sur ces années de sécheresse. On est effectivement très en avance en matière de gestion des feux de forêt et de sécurité civile qui finalement représentent un exemple à travers le monde en matière de gestion. Par contre, en matière d'inondation, on a 20 ans de recul. Parce que dans cette zone, notamment, on a connu Nîmes en 1988, qui a été une inondation colossale. Donc en fait, on sait de mieux en mieux adapter le bâti, les maisons, les infrastructures au risque d'inondation, malgré l'enjeu, malgré les zones particulièrement dangereuses. Sur le risque de sécheresse, c'est encore souvent un parcours du combattant pour les gens qui sont sinistrés, que ce soit un sinistre directement lié aux flammes, ou que ce soit un sinistre lié au fait d'habiter dans des zones sensibles qu'on appelle à retrait-gonflement d'argile, c'est-à-dire que ce sont des zones qui vont, dès la prochaine pluie, peut-être dans 3 mois, vivre en fait des fissures partout dans le bâtiment. Et là, en général, c'est un parcours du combattant pour pouvoir être finalement pris en charge par les systèmes assurantiels. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une situation
situation de plus en plus délicate dans le sens où on est de plus en plus vulnérable, de plus en plus exposé. Et effectivement, il faut qu'à un moment donné, le système suive, qu'il faut que l'on s'adapte. Surtout que là, on voit très bien que d'un côté, on a des canicules de plus en plus importantes et une sécheresse extrême, mais ensuite va arriver la période automnale. Et donc, dans cette période automnale, on voit qu'on a jusqu'à 6,5 degrés de plus d'anomalies de température en Méditerranée. On sait très bien que la Méditerranée représente en fait un réservoir colossal d'humidité et d'énergie. Lorsque l'on va avoir ces premières descentes de front froid qui vont arriver d'Arctique et qui vont se confronter à la mer Méditerranée, on risque d'avoir des épisodes méditerranéens et cévénols de plus en plus violents, de plus en plus intenses. Et à l'image de ce qui s'est passé en 2003, qui est pour nous un peu la référence en matière de canicule et de sécheresse, eh bien, en 2003, nous avions vécu des pluies méditerranéennes jusqu'au mois de décembre. C'est-à-dire que cette période de danger, qui est en général située entre septembre et novembre, eh bien, elle s'étend aussi dans le temps parce que l'air est plus chaud, parce que la Méditerranée est plus chaude beaucoup plus longtemps. Donc, en fait, il y a vraiment un danger plus important. Donc, il faut massivement de toutes les façons s'adapter, même si on est face à un constat généralisé d'une augmentation globale de ces températures et du fait de subir de plus en plus d'aléas. Ça ne nous empêche pas qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour cette adaptation parce qu'il existe quand même énormément de solutions. Justement, nous sommes en direct avec Nicolas Verken. Bonjour à vous. Vous êtes directeur des campagnes et du plaidoyer chez Oxfam France. Quand vous entendez tout ce qu'on dit ici en plateau, quand vous voyez toutes les images, vous ne découvrez pas tout cela d'ailleurs, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous vous efforcez de ne pas être trop alarmiste ? Vous avez parlé, je crois, tout à l'heure de fatalité, ou de caractère exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel parce que c'est nouveau, mais malheureusement, c'était prévu, annoncé depuis très longtemps. On est complètement dans le cadre des scénarios annoncés par les rapports successifs du GIEC depuis de nombreuses années. On sait aujourd'hui qu'un enfant qui est né en 2020, il va avoir 7 fois plus de chances d'être exposé à des canicules qu'une personne qui est née en 1960. Et on a tout un tas d'indicateurs et de projections de ce type-là. Donc sur les canicules, sur les feux, les inondations, et Maïsa l'a dit, les inondations vont être en vrai, si on parle d'impact humain et sur les infrastructures, le premier risque en France, au-delà des feux. Donc on est complètement dans les scénarios qui sont annoncés depuis des années et des années. Et donc là, il y a un double sujet, effectivement, de l'adaptation à ce changement qui est déjà devant nous, et qui va s'accentuer, qui va devenir de plus en plus fréquent, qui va devenir la norme, et la question de l'atténuation, c'est-à-dire réduire notre contribution au changement climatique, qui est là et qui va continuer. Et si on parle de l'adaptation, il y a des mesures parfois assez simples. Malheureusement, c'est toujours les plus vulnérables qui souffrent le plus. Là, on parle de la sécheresse, alors ça va être les personnes âgées en situation de vulnérabilité physique, mais c'est les plus pauvres. C'est les plus pauvres qui vivent en milieu urbain, périurbain, dans des passoires thermiques où il fait très 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 chaud, qui n'ont pas la clim, et d'ailleurs la clim est une mauvaise solution, qui n'ont pas les moyens de partir en week-end ou en vacances se mettre au frais. Et donc là, il faut absolument avoir une politique d'isolation des bâtiments qui permettra aussi de baisser la facture énergétique en hiver, une politique différente de l'aménagement des villes avec des îlots végétaux pour rafraîchir de manière très naturelle et très efficace la température dans les villes. Et puis, il faut s'engager résolument dans la réduction des émissions de CO2 de l'État. On a un État. Donc on a ces scénarios qui sont connus depuis des années, on est là où on sait qu'on allait arriver, et on a un État qui a déjà été condamné 2 fois pour inaction climatique. Donc ce qu'il faut, c'est des mesures fortes, il faut investir fortement, alors là, pour s'adapter au feu, dans l'adaptation, effectivement, des investissements, votre intervenant des pompiers pourra le dire mieux que moi, mais on sait très bien qu'on est sous-doté en matériel et en hommes, et en plan de prévision, mais il faut aussi investir beaucoup plus dans la transition énergétique. Il faut investir dans les transports publics, il faut réguler beaucoup plus que ça la voiture et les multinationales. On nous parle des petits gestes du quotidien, d'éteindre la lumière, de faire pipi dans la douche, mais ça représente un facteur marginal de nos émissions et de nos contributions à ce phénomène. En réalité, il faut peser sur des grandes entreprises qui doivent enclencher cette transition énergétique. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps d'inverser la tendance? Est-ce qu'on a encore le temps? Est-ce qu'on peut se le permettre? En fait, on n'a pas le choix. La tendance
l'aggravation du changement climatique, elle va se poursuivre. La question, c'est jusqu'à quand et jusqu'à quelle ampleur. Et là aussi, on a depuis des années tous les scénarios sur la table. On sait qu'à 1/10 de degré de réchauffement près, on a des risques qui peuvent être multipliés par 4, 5 ou 10 en fonction des risques de canicule, d'inondation, etc. Donc on n'a pas le choix. Chaque 10e de degré gagné va avoir un effet de préservation de notre environnement, de notre climat exponentiel. Donc on doit réduire beaucoup plus vite que ce qu'on fait. Et l'urgence. Donc merci beaucoup Nicolas Verken d'avoir été en direct